Bonjour les amis, nous sommes partis pour notre dernière vidéo. Voilà, la partie la plus intéressante, le discernement et le détachement. 3.50. Seule la connaissance expérientielle de la différence entre présence et conscience témoin permet de s'élever au-dessus de toute situation et d'en percevoir tous les aspects. Donc en fait ça c'est une balise pour jauger quel est notre niveau. Si vous commencez le yoga, il faut bien un début à tout. Si vous êtes en cours de chemin, c'est pareil. On n'est pas, et c'est ça qui est sympathique dans le yoga, on n'est pas censé savoir ce que l'on ne sait pas. Donc c'est un chemin d'humilité, c'est-à-dire, voilà, les Yoga Sutras évoquent des perspectives très intéressantes, mais qui ne sont pas à mon niveau actuel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je les délaisse, qu'elles ne m'intéressent pas. Voilà, c'est une mise en perspective, et j'ai la chance d'avoir des personnes qui témoignent, d'être en contact avec des personnes qui témoignent de la véracité de ces choses-là, et donc qui sont un peu les balises du chemin. Mais revenons à notre aphorisme. Quand vous entamez une voie spirituelle comme le yoga, il faut bien un starter, il faut bien un tracteur, là, quelque chose qui vous fait démarrer et qui vous donne envie de poursuivre cette voie malgré certaines difficultés. Donc, cet égout-là, on le laisse de côté. C'est vrai qu'il n'est pas très nocif, puisqu'il appelle de ses voeux la voie spirituelle. Vouloir être présent, c'est tout à fait salutaire, mais c'est très différent d'un instant de conscience. Et pour certains peut-être d'entre vous, vous faites la différence entre un moment de présence provoquée et un moment de surgissement d'une conscience épanouie, quand vous avez un moment de présence qui surgit, un moment où vous êtes vraiment en complicité avec vos enfants, et qu'il n'y a pas d'autorité, on en a souvent parlé, un clivage entre moi je suis le parent, toi tu es l'enfant. Il y a une complicité et en même temps du respect. Permet de s'élever au-dessus de toute situation, d'en percevoir tous les aspects. Eh bien, on est justement dans un moment de discernement. Si on est capable de faire la différence entre un moment de conscience pure et un moment de présence, ça veut dire qu'on a un niveau de sensibilité quand même très élevé. Et à ce moment-là, on peut percevoir des éléments qui échappent, je dirais, à une attitude un petit peu ordinaire. « 3.51. Par le détachement même de cela, connaître la distinction entre la présence et la conscience témoin, toute source d'asservissement s'élimine, alors la liberté intérieure apparaît. » Évidemment, toute source d'asservissement s'élimine. On pense à l'asservissement de l'orgueil, l'asservissement de la violence, de la colère, du désir. Bon, c'est très loin, mais il reste plus que 5 aphorismes avant la fin du chapitre, et peut-être à l'époque, à la fin des Yoga Sutras. Donc, si l'on est invité à ces super pouvoirs, donc vous voyez, c'est encore un avertissement, il faut éviter l'orgueil ou l'attachement qu'exerce cette position dominante, car cela risque d'entraîner un penchant néfaste de mauvais augure. Donc dans ce 3.52, plus vous allez pratiquer de la méditation, plus il y aura une intériorisation, même pendant vos mouvements, c'est-à-dire que vous allez y adjoindre une attitude méditative, et non pas une recherche de performance, ça c'est l'ego, c'est ce qu'on reproche au yoga justement. Eh bien, plus certaines facultés qui font partie de votre héritage, de votre ADN, vont fleurir. Il y a des personnes qui sont particulièrement intuitives, il y a des personnes qui ont un intellect extrêmement véloce, on vient de le voir là, tout de suite, personnes qui vont avoir des capacités de déduction, de calcul vraiment très très rapides.
Et forcément, ça crée un clivage avec les personnes qui ont un équipement, entre guillemets, normal, ordinaire. On comprend bien que l'ego, quand il va percevoir la différence, qu'il va percevoir la capacité qu'offrent ces super pouvoirs, va forcément essayer d'installer une position de domination. On n'est pas dans la voie de l'humilité et c'est pas du yoga. 53-56, un discernement élevé. Être un avec l'instant et la succession des instants, grâce à une attention ininterrompue, permet de discerner l'information issue du vécu de celle qui naît du savoir. Donc, qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, c'est ce qui permet en fait de distinguer, de séparer le mélange de différentes informations. L'action d'un être humain est souvent une composition de mouvements, d'émotions, et souvent c'est bâti sur une stratégie, donc des pensées. Le discernement n'appartient pas à l'être, bien qu'on aimerait bien que ce soit comme ça, mais non, sinon la conscience pure, qui est passive par définition, deviendrait active. Donc le discernement, c'est en fait une capacité supérieure, on peut dire, de l'intellect. Le discernement, c'est une intuition analytique qui ne passe pas par le réseau habituel des pensées. L'ego, déjà vous remarquerez qu'une de ses manifestations, c'est qu'il a toujours l'impression de tout savoir. On voit bien que c'est l'opposé d'une démarche d'humilité. C'est pas facile d'être capable de dire « je ne sais pas ». Mais si on est vraiment sincère, cet aspect « je ne sais pas » n'est plus une honte, c'est la reconnaissance d'une limite, une reconnaissance tranquille d'une limite. Donc l'ego puise sa force sur le savoir. Vous l'avez bien remarqué, l'accumulation du savoir donne une impression de puissance. Mais quand la présence n'est plus une petite étincelle, mais que grâce à vos efforts soutenus, cette quête de la présence s'installe dans des plages de plus en plus importantes, finalement, alors on a le choix entre deux sources d'informations. Les informations inscrites dans l'instant présent, ce qui va renforcer la confiance en soi, donc une perte au niveau de l'anxiété, une baisse de l'anxiété. Et finalement, une distance par rapport au savoir. À certains moments, le savoir va être utile, et puis à des moments, le savoir, c'est un peu trop une information plaquée comme ça, mais qui n'est pas en relation avec la situation. C'est pas idiot, mais ça sert à rien. Et même vous avez déjà expérimenté des situations qui génèrent souvent du conflit avec les enfants, où on n'applique pas en fait un code qu'on a établi au sein de notre famille, donc un savoir, parce que la situation impose de faire vraiment différemment. 354. Par conséquent, la réceptivité multidirectionnelle permet de distinguer deux objets d'apparence similaires parce qu'elle n'est pas limitée aux seules différences usuelles de genre, d'apparence ou de lieu. Là, c'est assez facile parce que les différences usuelles de genre, d'apparence ou de lieu, on voit bien que c'est lié au savoir. On est en train de parler du discernement. On voit deux objets similaires. Mais le discernement nous permet de nous rendre compte que malgré les apparences, tel objet a telle destination, et tel autre objet, même s'il ressemble beaucoup, même si c'est très tentant, ne correspond pas du tout à cela.
Dans la vie quotidienne, on se sert beaucoup de la mémoire pour classer les objets selon leurs apparences. Dans le yoga, vous faites une posture qui peut paraître belle, peut être faite au prix d'une certaine souffrance, d'un certain forçage. Donc sur l'apparence, la posture c'est bien, mais en fait sur le fond, par rapport à ce qu'est le yoga, forcer une posture, ce n'est pas être un avec la posture, être en unité, être en harmonie, puisqu'il y a un ego qui s'affirme malgré la douleur. Donc 355. Cette connaissance née du discernement libératrice, elle concerne tous les objets contenus dans son champ, tout type de champ où elle est opérante, et c'est pourquoi elle agit directement, sans progression ni transition. Quand vous avez un moment de discernement ou une intuition, c'est instantané. Une personne est en train de vous mentir, elle est en train de vous charmer, elle est en train de vous faire tout un laïus commercial pour vous séduire. Et à un moment, vous avez une certitude que cette personne ne vous veut pas spécialement du bien. Et cette intuition, elle est instantanée. Alors que quand on a des éléments issus du savoir, il y a tout un calcul, tout un cheminement. Alors quand on a une intuition, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que l'intuition vient d'abord, et ensuite pour être intégrée intellectuellement, elle est décryptée très très lentement, comparativement, pour être formulée à travers la pensée quand c'est possible. Donc la connaissance discriminante n'est forcément limitée par rien. Vous êtes en train de faire de la méditation, elle peut scanner les tensions dans votre corps, elle peut scanner ce qui se passe dans votre cœur, vos émotions, elle peut scanner ce qui se passe dans votre intellect, elle est limitée par rien. C'est plus l'utilisateur qui se limite tout seul, justement par le biais de l'ego qui ne veut pas entrer en contact avec des vérités qui mettent son autorité en péril. Par exemple, ça peut être très intéressant de discerner si une habitude qui peut représenter un certain confort est toujours d'actualité. C'est en ça qu'on peut parler de libérateur, quoi. 356. La réintégration du mental à sa juste place par rapport à la conscience témoin s'établit lorsque le mental cesse de se prendre pour le connaisseur ou l'expérimentateur. C'est pourquoi lorsque l'énergie de présence de la conscience témoin est d'une pureté constante, c'est la libération. Il fallait bien qu'on y arrive quand même. Hein. C'est facile de tester, est-ce que je suis présent continuellement ou pas? Dès qu'on voit qu'on est identifié dans les pensées, dès qu'on voit qu'on est repris par les émotions négatives, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout. Ça ne veut pas dire que pour autant le chemin accompli était inefficace. Donc on a toute une gradation en fait dans la voie de la libération, et c'est un peu déroutant parce qu'on peut rencontrer des amis comme ça pendant des stages ou dans des conférences qui ont vraiment du niveau, et puis à des moments ils ont une faiblesse tellement humaine, et voilà, parce qu'on n'est pas parfait, et puis on se dit mais non mince, je croyais si élevé que ça, puis il n'en est que là sur cette partie-là. Maintenant, avant de critiquer tout, il faut regarder l'ensemble. Et puis cette personne, elle a peut-être des qualités d'un très très haut niveau ailleurs. Voilà en tous les cas pour cette partie du Yoga Sutra. Merci d'avoir suivi ça. Soyez fiers de tout ce que vous avez pu comprendre parce que c'est une voie difficile. C'est l'opposé de ce que propose notre société, non pas en termes de contestation ou de politique ou de religion ou de choses comme ça, non pas du tout, c'est le contraire, parce que notre société, pour des raisons commerciales, pour des raisons de bénéfices, a besoin en fait de flatter l'ego, de créer une société de consommation où on jette plein quantité de biens qui pourraient servir encore. Mais ça fait tourner les usines, ça permet aux puissants de s'enrichir. Et si vous regardez bien, qu'est-ce que vous désirez? Finalement, assez peu de choses.
Donc la vie peut être beaucoup plus simple et être beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus légère. Enfin, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez. Kapalabhati. La verticalité, épaules étendues, genoux relâchés, l'impression que les jambes pendent, on est assis au-dessus d'un parapet ou d'un tronc d'arbre assez volumineux, et puis nos jambes pendent. Vérifiez l'aboutissement de l'exercice. Est-ce que ma pensée s'arrête parce que je suis concentré sur la succession des événements et que cela se déroule dans un environnement spacieux, un corps confortable, pas un corps qui se contracte au fur et à mesure. On accélère un peu. Ralenti. Remarquez si votre corps se détend. Si au fur et à mesure de l'exercice, vous constatez des pensées, puis vous revenez dans l'exercice. Puis quand on a décéléré, vous constatez que votre corps se détend. Tout ça, c'est le discernement. Maintenant, le fonctionnement des pensées. On a déjà fait cet exercice. Appliquons pratiquement, soyons concrets, quoi. Que les Yoga Sutras ne soient pas une chose abstraite, complètement intellectuelle. Fermez la main droite, une pensée apparaît, dépliez un doigt. Ce qui veut dire que vous avez discerné une activité, entre guillemets, non invitée. Sans la chasser, c'est juste un constat. Ce qui veut dire que vous mettez l'accent sur ce qui voit. C'est parti.
Est-ce que mon écoute est polarisée par mes pensées? Est-ce que mon écoute se tourne vers l'extérieur en ayant quand même un petit regard, un peu d'attention sur ce qui se passe à l'intérieur, mais je prends appui sur le silence pour que mon mental entre en harmonie également avec ce silence. Qu'il intègre le silence comme une notion importante. Pas juste un espace qu'il faut meubler avec des images et du bruit. Voilà, très bien. Nous allons pouvoir faire la salutation au soleil. Gros orteil joint, main jointe. On est parti. Inspire. Expire. À droite. Pied droit en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Un pas en avant. Expire. Quatre pattes. Pied droit. Inspire. Uttanasana. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. Expire. Rétention. Coude droit. Inspire. Au centre. Expire. Inspire à gauche. Expire au centre. Extension finale. Namasté. Une respiration. À gauche. Pied gauche. Deux index pointés. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Tourne à gauche.
Inspire. Expire. Reviens. Inspire, soulève le coude droit. Expire. Mettez bien du poids sur le côté, sur le pied gauche, quand vous soulevez le coude gauche. Étalez bien vos coudes contre un mur. Expire. Extension finale. Inspire. Et on revient. Les chiffres. Inspire. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Main attachée, genou fléchi, inspire. Coude droit, genou gauche. Et regardez bien à gauche. Coude gauche, genou droit. Regardez bien à droite. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient. Posture sur les épaules. Jambe droite. Jambe gauche. Pied droit à droite. Pied gauche. Et on revient. Voir jusqu'à la fin du chapitre 3 prend sa valeur. Au départ, c'est une petite, mais comme toute notion, quoi. Et puis ça s'installe, ça s'enracine. Puis vous allez sentir une confiance qui est très différente d'une position égotique, parce que vous êtes en contact avec le réel. Allez, on va terminer avec une méditation pure, c'est-à-dire nous sommes en position assise. Votre regard se déploie dans l'espace entre ici et là-bas. Au terme de cette séance, si vous êtes très détendu, vous sentez cet espace entre ici et là-bas. Si vous avez des lunettes, vous percevez le contour des lunettes parce que votre attention se déploie dans tout le champ visuel. Quand on parlait de l'interconnexion tout à l'heure, dans les aphorismes, l'interconnexion de tous les organes des sens. On peut sentir plusieurs choses en même temps. Donc, le regard épanoui, qui ne se laisse pas distraire si vous regardez votre jardin par les oiseaux, tout ça. C'est pour ça qu'on fait ça dans une salle. Mais ça n'empêche pas. La saveur sur votre langue,
qui est un sens peu usuel dans la journée, ça se comprend. Mâchoire desserrée. Le contact de vos vêtements, votre corps détendu. Le frôlement de l'air dans vos narines. Et puis finalement, une écoute détachée de certaines dominantes. Votre regard est complètement épanoui. C'est pareil pour l'écoute. Vous vous sentez centré sur votre coussin. Et au lieu d'aller vers les sons, c'est eux qui viennent. Mais dans une grande liberté. La méditation, c'est la contemplation du contenu du mental. Donc là, à la fin d'une séance, votre mental est très calme. Évidemment, la méditation, c'est aussi quand vous faites des moments de méditation sans un préalable d'1 heure de yoga. C'est-à-dire vous asseyez, et c'est généralement là où vous trébuchez. Parce qu'il n'y a pas toute cette préparation. Et donc le contenu de votre mental, à ce moment-là, bien vous voyez la turbulence de vos pensées. Sauf que vous le voyez avec compassion. Et vous voyez des fragments, vous voyez donc des impulsions dans un sens. Vous revisitez, c'est l'introspection, vous revisitez la journée passée par exemple, avec les différentes séquences et différentes sortes d'impulsions. Des impulsions anxieuses, des impulsions un peu peureuses, craintives, agressives, nonchalantes, humoristes. C'est le contenu du mental. Mais là, dans notre dernière séance, vous êtes particulièrement détendu, puisqu'on va se revoir le 19 mai 2021. Et vous ressentez cette tranquillité. C'est très subtil. Jean avait une expression pour cela, il disait « appropriez-vous l'espace ». Autrement formulé, c'est-à-dire on est généralement confiné dans notre corps. Le mot confiné va avoir beaucoup de poids maintenant. Et au lieu d'être juste dans cette enceinte, vous sentez une émanation, comme si votre corps se prolongeait dans l'espace. Vous faites corps avec la pièce. Dans ce moment très pur, remarquez comment vous êtes à la fois fragile, parce que perméable, et en même temps très solide, très insaisissable, très inexpugnable. Parce qu'on appuie sur le réel. Vous baignez dans la tranquillité et remarquez comment, c'est vraiment fou, c'est toute la fin du dernier chapitre, votre mental libéré en fait des tentations du monde manifesté, acheter une voiture, là actuellement c'est la folie de partir en vacances et aller boire une bière sur une terrasse, ou aller au restaurant ou au cinéma. Tout ça en fait n'a aucun sens. Juste là, présentement, vous êtes dans le rasa, dans le ravissement de la détente. Vous vous sentez parfaitement limpide, parfaitement lucide sur ce qu'il se passe. C'est très savoureux d'y voir clair.
sans prétention. Vous savez que le temps s'écoule et pourtant vous êtes toujours maintenant. Voilà les amis. Bonne semaine.